Incendie, canicule, sécheresse, ce sont les trois fléaux de cet été 2022 en France. C'est l'heure des constats, des mesures d'urgence à prendre, mais il est temps aussi de se projeter dans l'avenir et d'essayer de limiter les dégâts. C'est ce dont nous allons parler cette demi-heure avec moi ce matin. Ange Noiret, journaliste météorologue LCI, Gaël Musquet, météorologue, et Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Cette image que vous avez aperçue, c'est l'incendie qui a lieu en ce moment, qui est en cours entre la Lozère et l'Aveyron. Plus de 700 hectares sont ravagés déjà. 1200 personnes ont été évacuées pendant la nuit. C'est une zone de Pinède qui est touchée. 600 pompiers sont sur place. Et nous sommes en direct pour essayer d'en savoir plus et de comprendre comment une telle situation peut se dérouler en ce moment. Nous sommes en direct avec Isabelle Noll, secrétaire générale de la préfecture d'Aveyron. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Je viens de donner quelques chiffres. Est-ce que vous avez du nouveau déjà sur la situation ? Alors déjà, vous confirmez qu'effectivement, depuis hier soir, donc, nous faisons face à un incendie de grande ampleur. Et donc, effectivement, à ce stade, 700 hectares ont déjà été consumés par le feu, un feu qui n'est pas encore fixé. Alors, grâce à la mobilisation sans relâche, à la fois des services de l'État, des forces de l'ordre, des forces de secours, des armées, de la protection civile, des élus, nous avons pu protéger la population et aucune victime ni blessés ne sont à déplorer à l'heure où je vous parle. Donc, nous avons pris la décision vers minuit donc d'aller vers des évacuations préventives sur la commune de Mostuet-Jouls, donc notamment le bourg et les campings environnants. Le feu se rapprochait, donc il y avait un risque très important pour la population et les touristes nombreux qui séjournent actuellement dans cette commune, et puis également sur la commune de Rivière-sur-Tarn, principalement là aussi évacuation de camping. Donc entre 1h et 3h du matin, vous l'avez dit, 1200, plus de 2000 personnes ont été évacuées et 1200 ont été prises en charge dans des hébergements grâce à la mobilisation des maires de communes, notamment Millau, la commune de Millau, la commune de Rivière-sur-Tarn, d'Aguessac, également le soutien fort de la Légion étrangère, donc qui est implantée à la cavalerie, avec une centaine de personnes qui ont été prises en charge, et également l'aide active de l'éducation nationale, puisque nous avons fait ouvrir un lycée à Millau et un collège à Séverac d'Aveyron. Donc ce sont près de 600 pompiers qui sont actuellement toujours mobilisés sur le lieu de l'incendie. Nous avons eu également un soutien actif de plusieurs départements. Ce sont 7 colonnes en provenance de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Aude, les Alpes-Maritimes. Les effectifs sont arrivés récemment, le Tarn, l'Ariège, la Haute-Garonne. L'objectif, bien entendu, c'est de fixer le feu. Donc, nous avons aussi à nos côtés les services de gendarmerie, la police, bien entendu. Donc, fixer le feu et dès 7h du matin, des moyens aériens supplémentaires, donc de la base de sécurité civile du Gard, ont permis un déploiement via des Canadair. Donc, notre objectif, c'est vraiment de fixer le feu, de le circonscrire de manière à sécuriser la zone. Et nous ferons un point précis. Je me rends ce matin auprès des sapeurs-pompiers, mais également de la population qui a été mise à l'abri dans les différentes communes que j'ai citées à l'instant. Donc, je tiens vraiment à saluer l'engagement exceptionnel de tous ces hommes et ces femmes qui sont mobilisés actuellement pour protéger la population et arrêter ce feu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le terrain sur lequel donc a lieu cet incendie ? Est-ce que c'est un terrain difficile d'accès ? Est-ce que le travail des pompiers va être compliqué ? Oui, c'est un terrain extrêmement difficile d'accès. On est dans un contexte de sécheresse qui sans précédent, avec effectivement des problématiques pour atteindre certains points. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse, notamment en voyant avec l'aide des Canadair. L'Aveyron est un endroit où il y a souvent des feux l'été. Est-ce que c'est une situation que vous connaissez ? Alors, elle a pu arriver, mais elle est exceptionnelle à ce niveau, puisqu'on est déjà sur 700 hectares dévastés.
On a eu un précédent au mois de juillet, on était sur 400 hectares et on est d'habitude plutôt maximum à 300. Donc oui, le contexte de sécheresse très très important cet été, bien entendu, et entraîne un risque majeur. Et là, on est sur un territoire escarpé, donc difficile d'accès, pardon, excusez-moi. Voilà. Merci Isabelle Noll, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, pour toutes ces précisions. Éric Brocardi, quel est votre sentiment quand vous voyez cet état des lieux de ce feu qui a pris il y a quelques heures en Aveyron? Le sentiment, c'est qu'on a affaire vraiment à des feux tous les jours sur des zones extrêmement différentes. Ça demande, on va dire, beaucoup à la fois d'agilité, de mouvement du personnel sur toute la partie sud de la France, mais évidemment au niveau de la partie nord et de la partie est des territoires, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des sapeurs-pompiers de France qui, en fait, bougent systématiquement vers toutes ces zones. Là, on parle effectivement de l'Aveyron et de la Lozère, mais on parlait aussi hier encore de l'Isère, hier soir et pendant la nuit, un feu en Maine-et-Loire. Donc ça veut dire qu'à la fois on arrive à projeter du personnel vers les zones qui sont fortement touchées, mais on a aussi des craintes sur notre propre territoire. C'est-à-dire qu'en gros, moi, en tant que sapeur-pompier, si je m'engage sur un autre secteur, je démunis en fait mon propre secteur qui est aujourd'hui, on va dire, enclin à différents feux de forêt. Donc ça veut dire qu'on a une stratégie d'équilibre, on a une stratégie d'anticipation de tous les jours qui permettent d'ajuster les moyens sur des zones qui sont touchées et qui peuvent probablement être touchées. Donc effectivement, peut-être qu'auparavant, on avait tendance à envoyer 150 engins au même endroit. Maintenant, on va couper un peu la poire en deux parce qu'on sait pertinemment que c'est le nord de la France aussi qui peut brûler. On sait qu'il y a des zones jusqu'à présent qui n'étaient pas du tout touchées par les incendies et on le voit sur vos bandeaux d'écran. Donc ça veut dire que quand on voit écrit Bretagne, Isère, la Drôme, le Maine-et-Loire, c'est pas anodin. C'est une situation exceptionnelle, ce que nous dit la préfecture de l'Aveyron, déclenchée par un climat exceptionnel aussi, des conditions météo très compliquées. Oui, la sécheresse exceptionnelle historique que l'on vit en ce moment, en effet, elle est actuelle, on l'observe. C'est l'une des causes de ces incendies qui sont présents en France, non pas seulement sur le sud, comme vous l'avez dit, également sur le centre-ouest. Et en plus, c'est pas prêt de s'arranger, puisqu'on est en situation de vague de chaleur caniculaire en ce moment. Je vous le rappelle, Météo France, qui toujours maintient 4 départements en vigilance orange du sud. Ça peut évoluer pour ces prochains jours, puisqu'en plus, les températures, elles vont progresser. Pour demain, jeudi, vendredi, et même jusqu'à samedi, les températures seront élevées de plus en plus. On va atteindre à nouveau les 39-40 degrés en France, sur le sud-ouest, également la basse vallée du Rhône. Là, c'est pour cet après-midi, je crois. Des températures élevées déjà pour aujourd'hui. Ensuite, pour demain, il y a la chaleur qui va remonter un petit peu plus sur les Pays de la Loire, zone qui est très fortement touchée par la sécheresse, également la région centre. Ensuite, ça va continuer de s'aggraver pour jeudi et même pour vendredi. Les températures seront toujours plus élevées. Du soleil, bien sûr, majoritaire. Pas de pluie attendue. Petit point optimiste quand même. Pour la fin de semaine, à partir de samedi, quelques pluies qui vont arriver par l'ouest. Ensuite, dimanche, lundi, elles vont avoir tendance à se généraliser sous forme d'averses, sous forme d'orage. Ça ne va pas être des pluies généralisées et continues, plutôt des averses temporaires, mais c'est plutôt la bienvenue. Et ensuite, baisse des températures, on en reparlera. Ça, c'est plutôt pour le reste de la semaine prochaine. Ce feu en Aveyron aurait été déclenché par un engin agricole en raclant le goudron qui a déclenché un incendie. Il faut faire extrêmement attention, surtout dans ces périodes de canicule. C'est un message que vous répétez. On répète sans cesse. C'est vrai que là, malheureusement, c'est l'activité humaine, c'est l'activité agricole qu'on ne peut pas forcément pénaliser puisqu'on en a besoin pour se nourrir. Et eux ont besoin aussi de ces cycles de saison pour effectuer leur travail. Donc globalement, ça veut dire qu'il y a encore des travaux de prévention à faire, peut-être des travaux de recherche et développement pour éviter ce type d'incident, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre la détresse du monde agricole dans ce cadre-là, que nous venons aussi protéger, puisque dès lors que ce sont des parcelles agricoles qui sont touchées, il y a des hectares qui partent en fumée, mais il y a surtout des outils de travail qui sont sauvegardés. Il y a aussi des parcelles du monde agricole qui sont sauvées. Donc il y a un travail conjoint opérationnel qui est effectué, mais je pense qu'on va arriver vraiment à des solutions où on va continuer à agrandir le seuil de réflexion autour de la table, histoire qu'on puisse très rapidement pour les prochaines années, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, avec des périodes de sécheresse qui s'étalent jusqu'en 2040, avec des pics, on va dire, assez importants au niveau des températures, où l'on risque de revoir ce type d'actualité trop régulièrement. Donc je pense qu'il est temps que l'on puisse se prémunir de tout cela et d'avoir des actions plus préventives que répressives.
Avec ce feu, on le rappelle, donc d'une ampleur exceptionnelle pour la Lozère. 600 pompiers qui sont mobilisés, des aides venues des départements alentours, 1200 personnes évacuées cette nuit. On continuera à suivre la situation à la frontière entre ces deux départements, la Lozère et l'Aveyron. Les feux de forêt sont toujours actifs ailleurs aussi dans le pays. Ils se sont déclarés notamment dans le Morbihan, le Finistère, la Dordogne et l'Isère ce week-end. L'Isère où on retrouve Noël Ly pour LCI. Ici, on sent toujours une odeur de fumée âcre dans l'air. Et puis ce matin, on voit quelques fumerolles. Mais vous savez, les pompiers se concentrent désormais notamment sur les points chauds qui sont situés sous les rochers et qui pourraient reprendre à tout moment. Mais ce sont des zones qui sont très difficilement visibles et surtout très difficiles d'accès puisque vous savez, cet incendie se situe à flanc de montagne sur une zone verticale très difficile d'accès pour les voitures. Et puis hier, les flammes se sont approchées des habitations de Vorep. Une trentaine de foyers supplémentaires ont donc été évacués car elles risquaient en fait de recevoir des débris de végétaux enflammés. Alors on vous rappelle qu'ici en Isère, il y a près d'une centaine d'hectares qui ont été brûlés. Sur le terrain, plus de 300 sapeurs-pompiers mobilisés. Parmi eux, 3 ont été légèrement blessés en intervention. Donc c'est ce qu'on disait, des feux qui sont un petit peu partout et ce que vous rappeliez, donc cette situation exceptionnelle cet été particulièrement. Particulièrement, et c'est vrai qu'on a affaire à tous ces événements en simultané. Il y a aucune fenêtre de repos. Et je discutais encore dernièrement avec certains directeurs et d'autres sapeurs-pompiers qui, depuis la Gironde, en fait, ne sont toujours pas rentrés chez eux. Donc ça veut dire que sur le transit, du retour de chez eux, ils s'arrêtent de feu en feu. C'est l'image qu'on doit en avoir, de feu en feu, justement, pour venir à la fois renforcer et se stationner dans des zones pour permettre à tout instant de pouvoir rejaillir, parce qu'on est sur des charbons ardents permanents. Donc voilà, la poudrière telle qu'on l'annonçait juste avant l'été au niveau de la Fédération nationale, aujourd'hui s'avère bien réalisée et se prêter totalement à ce type de situation qui, aujourd'hui, crée des dommages sur la nature, l'environnement et heureusement aucune victime chez les civils. Gaël Musquet, vous êtes météorologue, comment est-ce qu'on explique cette multiplication cet été de feux un peu partout? Ils sont nombreux, des trentaines de départs de feu au même endroit parfois. Là, on a une actualité qui est spectaculaire. On parle des feux, mais on est sur le lit en fait d'une crise qui est beaucoup plus lente, qui est la sécheresse, qui touche des départements français de manière disparate depuis plusieurs mois, voire certains depuis plusieurs années. Cette sécheresse, elle est profonde, c'est-à-dire qu'on a un manque d'eau dans le sol. À cela vient se rajouter des anomalies, des anticyclones qui empêchent à certaines perturbations de venir nous donner un peu de répit, un peu d'eau. Donc on n'a pas d'eau en surface, on n'en a pas en profondeur et on n'en a pas non plus en surface puisqu'il ne pleut pas. Et ces deux facteurs conjugués créent une troisième forme de crise que sont ces feux spectaculaires et sur lesquels on va se focaliser. J'espère qu'on ne va pas les oublier à l'automne et j'espère aussi qu'on ne passera pas dans une autre actualité cet automne. Je rappelle que l'été se termine le 23 septembre 2022, cette année, et qu'on a cet automne peut-être aussi des orages à gérer, déjà en fin de semaine, on l'a vu tout à l'heure, mais cette pluie ne va pas recharger les nappes phréatiques qui permettent derrière d'assurer une alimentation en eau en quantité et en qualité suffisante. Et donc ces crises qui se succèdent, là on parle des feux, la semaine dernière on était focalisé sur des pénuries d'eau dans une centaine de communes qui sont touchées aussi par ces pénuries, qui touchent même jusqu'à la distribution d'eau potable. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à des inondations? Vous parlez d'orages à l'automne. On a des souvenirs encore proches d'inondations tous les ans, de plus en plus. Tout à fait. Au mois de juin, des festivals qui ont été annulés, et même un décès à Rouen, où ces villes où on a imperméabilisé les sols se transforment en de véritables torrents, ruisseaux d'eau. On a un décès malheureusement à Rouen au début du mois de juin. Et ces orages nous forcent aussi à réaménager nos villes, à les rendre plus perméables à l'eau, donc éviter des grandes surfaces qui vont en fait stocker cette eau qui va tomber massivement. Et c'est toute cette politique d'urbanisation qu'il va falloir repenser sur ces prochaines années, prochaines décennies. Et ces décisions-là, il va falloir qu'on rame tous dans le même sens, devront résister aux alternances politiques, à la pression foncière. On a des promoteurs immobiliers qui vont vouloir absolument pérenniser leur investissement. Il va falloir donner de la place à la végétation, qui est une des solutions, mais l'arbre ne pousse pas en une année. Il va falloir en fait réaménager ces villes pour pouvoir supporter à la fois ces phénomènes caniculaires, ces sécheresses
et ces orages potentiels. Réaménager les villes, mais peut-être aussi les espaces naturels. Je pense à la Gironde. On a vu la dune du Pilat qui était encerclée par les flammes. Est-ce qu'il faut repenser aussi notre manière voilà, de se servir de la nature? Complètement, on a alors, la chance d'avoir un pays qui, de l'est à l'ouest, du nord au sud, a une diversité de paysages, une diversité aussi de végétation. Et on voit que ce réchauffement climatique nous force, on l'a vu cet été, sur des régions connues pour leur fraîcheur, où on se réfugiait d'habitude, la Normandie, la Bretagne, connaître elles aussi ces régions des feux. Et donc forcément, cette chaleur qui va remonter du nord au sud va forcer à réfléchir à la manière dont on va gérer ces forêts existantes. On a eu des feux de forêt, y compris en Île-de-France. En venant parfois sur vos plateaux, on avait des feux dans les champs. On a vu qu'une machine agricole a déclenché un feu récemment dans le sud, mais c'est des incidents aussi qui arrivent dans des régions plus au nord. Et ces forêts, cette gestion aussi de l'eau, chaque goutte d'eau, c'est une phrase que j'emprunte à l'Agence des Nations Unies sur la réduction des risques naturels. Chaque goutte d'eau à partir de maintenant compte. Il va falloir qu'on utilise et qu'on apprenne à gérer, à stocker, à distribuer, à rendre prioritaire chaque goutte d'eau. Et ça va évidemment du captage en nappe phréatique, dans le ruissellement, le stockage de l'eau pluviale. C'est ce que font nos amis belges, nos voisins belges. Ce qu'ils font, c'est que dans l'habitat collectif, on a une obligation aujourd'hui de mettre des citernes pour retenir cette eau pluviale qui peut tomber brutalement. La Belgique et l'Allemagne ont été impactés l'été dernier par des grands orages qui ont fait de nombreuses victimes. Et donc, c'est des choses dont on peut aussi s'inspirer. Il faut aussi mettre des dynamiques en place en Europe. On appelait de nos voeux pieux début des années 2000 déjà à ce qu'on ait une gestion des sécheresses à l'échelle européenne. Il faut vraiment que ces politiques publiques soient mises en place aujourd'hui. Avec des moyens, alors vous évoquez la récupération des eaux de pluie, il y a aussi l'utilisation des eaux usées. Et là aussi, il y a une disparité en Europe sur la façon dont on gère ça. Tout à fait. On a, pareil, on est un pays avec beaucoup de normes et beaucoup de règlements. On a la chance d'avoir eu un règlement qui a forcé à mettre à jour, en tout cas à rénover nos centrales, nos stations d'épuration. La manière dont on va gérer nos eaux usées et la manière dont cette eau va être réinjectée dans le domaine naturel. Il faut voir qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont impactés par la sécheresse. L'énergie, les télécommunications, peut-être parfois des paroles stigmatisantes sur les centrales nucléaires, mais les centrales thermiques et les centrales à charbon qu'on remet en route bientôt malheureusement à cause du conflit en Ukraine, sont aussi concernés par l'utilisation de cette eau. Et donc, il va falloir que tous les secteurs, y compris industriels et alimentaires, adaptent leur manière d'utiliser cette eau et de la rejeter dans le domaine naturel. Effectivement, donc il faut gérer l'eau. On va regarder un reportage, ça se passe dans le Cantal, sécheresse record, on le disait, en France. Le pays manque d'eau, de plus en plus de communes sont privées d'eau potable. Il y aurait plus d'une centaine de communes privées d'eau potable dans nos régions. Reportage à Marine Brossard et Victoria David. C'est l'ultime recours pour se fournir en eau potable à Montsalvi. On fait du drive. Tenez. Merci. Bonne journée, messieurs, dames. Vous revenez demain matin. Pendant les prochains jours, ces bouteilles d'eau distribuées par la mairie seront la seule source d'eau potable des habitants. À cause du niveau très bas des nappes phréatiques, la mairie fait appel à des citernes. Mais l'eau d'une citerne non surveillée a été versée dans le réseau par accident, d'où l'interdiction de boire de l'eau du robinet. On utilise cette eau-là pour la toilette, pour le lavage des mains, pour tout ce qui est entretien, tandis que pour l'alimentation, les aliments, la cuisson et les boissons, on utilise l'eau en bouteille. Pour aider à transmettre l'information et fournir en eau les habitants isolés, les gendarmes sont venus prêter main forte. 3 bouteilles d'eau pour aujourd'hui et demain ça sera pareil. On repassera vous distribuer les... Ah bon ? La majorité des habitants a pu récupérer ce matin 3 litres d'eau par personne. On peut faire la soupe avec. Une situation inédite, due à une sécheresse record qui demande à tous de s'adapter. Pour laver mes dents, j'ai pris de l'eau de la bouteille. La brosse, l'eau. Ah, c'est compliqué. L'analyse de la qualité de l'eau du réseau devrait être terminée ce mardi. L'approvisionnement par citerne pourra alors reprendre. Yael Musquet, est-ce que c'est une situation qui va se produire dans d'autres villes encore, à votre avis, de ce manque d'eau potable ? Alors, je suis guadeloupéen. Et malheureusement, dans mon île, ce sont des problématiques auxquelles nous sommes confrontés depuis plus de 10 ans. Vous avez des dizaines de milliers d'Antillais aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable pour plein de facteurs. Et on se rend compte à quel point les travaux et la gestion de la ressource en eau est importante.
C'est-à-dire que ce que l'on vit aujourd'hui dans l'Hexagone, c'est des choses auxquelles les Outre-mer, on est un archipel, hein, la France, on pense souvent à l'Hexagone, mais la France est un archipel, les Outre-mer sont des sentinelles. On a, grâce à nos territoires d'Outre-mer, un avant-goût, malheureusement, de ce qui nous attend et de ce que l'on vit aujourd'hui. Quand je gérais des camps de réfugiés à Zaatari, à la frontière syrienne, on devait puiser dans les ressources 5 litres d'eau par jour et par personne pour 80 000 personnes en plein désert à la frontière syrienne. Ça fait 400 000 litres d'eau à trouver tous les jours. Et c'était le premier facteur de tension sur les camps de réfugiés. Et on voit bien dans votre reportage à quel point on peut peut-être se passer d'électricité et de nourriture quelques jours. L'eau, ça doit être distribué tous les jours, en quantité et en qualité. C'est-à-dire, il faut qu'il y en ait suffisamment, il faut que cette eau distribuée soit potable et donc qu'on puisse l'utiliser pour l'hygiène et évidemment pour nos besoins physiologiques. Donc oui, il va falloir s'adapter. Et encore, je reprends la Déclaration des Nations Unies, la France est signataire du cadre d'action de Sendai. On doit comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et on salue beaucoup d'initiatives citoyennes, Infoclimat, des associations qui posent des stations météo, des agriculteurs aussi qui ont modernisé leurs exploitations. On les stigmatise parfois, mais pour être parfois à leur côté, je vous assure qu'ils sont les premiers à avoir numérisé, à avoir utilisé des réseaux de télécommunications pour pouvoir suivre la ressource en eau. Ils la payent très cher pour leurs animaux, pour leurs exploitations, et ils ont tout intérêt à la gérer de la manière la plus efficace possible. Donc il faut vraiment qu'on puisse passer cet épisode de sécheresse et de canicule et de feu cet été, se mettre autour de la table et que, évidemment, tout le monde, chaque partie prenante, des industriels, le gouvernement, les collectivités, on puisse évidemment gérer cette ressource en eau et que tout le monde, je dis bien tout le monde, puisse y avoir accès en quantité et en qualité. Vous évoquez les tensions qu'il peut y avoir autour de l'eau. Ça devient un bien de plus en plus précieux. Comment témoigne cette affaire? Regardez, en Ardèche, 400 mètres cubes d'eau ont été volés dans un bassin de rétention. Ça s'est passé à Aubenas, l'intercommunalité du bassin d'Aubenas qui porte plainte, article du Dauphiné Libéré. La réserve d'une capacité de 600 mètres cubes ayant bien servi, l'intercommunalité l'avait fait remplir à nouveau et ils se sont rendus compte qu'il ne contenait plus que 200 mètres cubes un peu plus tard. Donc suspicion de pompage sauvage. Ça vous étonne une telle situation ? On a l'impression, enfin, si vous voulez, ce que j'entends et ce que je lis aujourd'hui, apparemment c'est un club de motocross qui a récupéré cette eau. Alors, je n'ai pas cette information. Mais... On a l'impression de vivre, moi c'est des choses que je lisais il y a 20 ans, de la science-fiction. Sauf qu'aujourd'hui, cette science-fiction ou ces romans d'anticipation qu'on a pu lire sur des conflits liés à l'eau est en train de se réaliser, y compris sur notre territoire national. Je rappelle que la France, nos anciens, nos pères, nos mères, historiquement, ont modelé ce pays. Je suis arrivé dans l'Hexagone en 2001, j'ai découvert le canal de Provence, j'ai découvert le canal du Midi, des grands barrages hydroélectriques comme Serre-Ponçon, Sainte-Catherine. Sainte-Croix, on a aujourd'hui des infrastructures qui nous permettent encore aujourd'hui de traverser cette crise, mais on a bien conscience aujourd'hui aussi que ces crises créent des tensions sur l'usage pour les loisirs, de l'usage pour le tourisme, de l'usage pour l'approvisionnement non potable. Et ça, c'est l'extrême. Le gouvernement a mis en place des cellules de crise justement pour éviter de connaître ce qu'on a en Guadeloupe et en Martinique ou à Mayotte. C'est-à-dire qu'au bout du bout, quand votre réseau d'eau potable n'a pas été entretenu pendant des dizaines d'années et que vous perdez plus de 60% de votre eau dans le réseau, c'est-à-dire que vous injectez 1000 litres et vous en perdez 600, eh bien, au bout du réseau, la personne qui habite dans cette maison n'a pas d'eau. Elle n'a pas assez de pression au robinet. Et donc, encore une fois, je disais encore des études et puis des rapports que vous m'avez gentiment passés tout à l'heure. On voit beaucoup de communes de l'Hexagone qui vont être effectivement impactées d'ici 2040 par ces crises, par ces températures qui devraient devenir, on le dit, la norme. On n'est plus dans la science-fiction, on doit vraiment être ici, là, dans l'anticipation et permettre en fait à ces territoires de traverser ces crises et éviter évidemment de solliciter nos forces de sécurité civile, nos gendarmes aujourd'hui qui distribuent de l'eau potable. Justement, je voulais avoir votre sentiment aussi sur ce qu'on voit, sur cette ruée vers l'eau. Vous, en tant que pompier, elle est essentielle aussi. Elle est essentielle et surtout que nous avons des bassins, on va dire, artificiels positionnés dans des massifs forestiers. Ce qui veut dire que les vols que vous constatez là aujourd'hui sur des bassins à ciel ouvert, aujourd'hui font le fruit au jour aujourd'hui de certains vols aussi dans des bassins qui sont utilisés par les forces de secours.
Donc si on n'a plus d'eau dans ces bassins ou ces réserves d'eau positionnées en pleine nature, parce que déjà d'une part elles s'auto-alimentent de manière naturelle, donc si forcément il n'y a plus d'eau, ça rallonge les délais de secours, ça rallonge les norias en ce qui concerne la réalimentation en eau des camions-citernes feux de forêt. Donc globalement on perd tous du temps dans cette logique-là. Donc si en plus on constate des vols dus à des actes volontaires de gaspillage de l'eau ou pour des raisons annexes, clairement, on est sur des sujets aujourd'hui, encore une fois, d'éducation des citoyens face au risque. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On va parler toujours de cette projection vers l'avenir avec ces températures qui ne cessent de grimper et un classement de communes où l'augmentation des périodes de chaleur sera le plus marqué. Est-ce que vous habitez dans une de ces villes où il fera très chaud à partir de 2040 ? On vous en parle dans un instant. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Regardez, nous sommes dans l'avenue principale qui a été largement détruite. Voici ce qui s'est passé ici à Kiev. Nous sommes tout près du périphérique. Et dans cette direction, il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Et on entend très régulièrement ces tirs d'artillerie lourde. Les Russes étaient ici il y a encore un peu plus d'une semaine. Ils ont quitté la ville. Les positions ukrainiennes sont dans la région. On ne va pas évidemment vous dire précisément où. Nous découvrons ici l'avenue principale de Borodianka. Ok, donc, je suis à un hôtel en bord de plage. Comme vous pouvez le constater, je suis plutôt du genre relax. Je cherche quelqu'un qui aime le sable et le soleil. Vous avez des enfants ? Génial, les enfants m'adorent. Et voilà quoi. Je suis à un hôtel en bord de plage. Si vous ne donnez pas à votre petit chien les mêmes jouets qu'à un grand chien, pourquoi lui donner la même nourriture ? Choisissez Ultima Potty, la recette adaptée aux chiens de moins de 10 kilos. Ultima, partageons une vie meilleure. Ce gummy n'est pas un bonbon. C'est un bon boost pour faciliter votre transit. Le bon boost, c'est Nova Boost. Le bon boost, c'est Nova Boost. Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Il y a quelques mois, mes proches m'ont dit « Ouais, faire un régime, c'est pas ton truc, t'en es pas capable. » Ça tombe bien, j'ai pas fait de régime, j'ai fait comme j'aime. J'ai mangé du poulet curry, du couscous et plein d'autres plats délicieux. Et aujourd'hui, je suis à moins 13 kilos grâce à vous. Merci comme j'aime, je suis prêt pour l'été. Alors pour perdre du poids comme Robin, venez vite faire votre devis en ligne sur commej'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Yeah, I know what I felt kept me down, that ain't right. Yeah, all I need is the way that you love me. Yeah, all I want is Sur mesure ou déjà prête, nos couleurs de peinture se déclinent selon vos envies. Mes clients, ils ont enfin pu aller à la plage. Mais là, le pare-brise s'est fissuré. Sans attendre, ils ont pris rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple, ils choisissent le lieu, le créneau, en quelques clics c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. En plus, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Ah, ça fait du bien être en vacances. Mais on n'a plus l'habitude de laisser la maison toute seule. Ben, faites comme nous, prenez une alarme Vérissure. Tu crois? Mais oui, regarde. Là, je peux te dire que tout va bien à la maison. Et si quelqu'un essaye de rentrer, c'est Vérissure qui prend le contrôle. On devrait faire pareil. Et oui, avec Vérissure, vous êtes déjà en vacances. N'attendez plus. Sécurisez votre logement sur Vérissure.fr.
Merci d'être avec nous sur LCI. Voici les titres de l'actualité et un bilan des évacuations qui s'alourdit en Lozère. 3000 personnes désormais ont dû être évacuées à la frontière entre la Lozère et l'Aveyron en raison d'un très important incendie contre lequel luttent en ce moment 600 pompiers. L'incendie n'est toujours pas fixé. Le feu a ravagé au moins 700 hectares sans faire de blessés, mais la zone à contrôler, à maîtriser est très difficile d'accès. Dans l'actualité également, Kiev qui réclame une zone démilitarisée autour de la centrale de Zaporijjia face à, je cite, un risque très réel de désastre nucléaire. La centrale a de nouveau été bombardée la semaine dernière. L'Ukraine et la Russie se renvoient à la responsabilité. Volodymyr Zelensky avertit et brandit le spectre de Tchernobyl. Et puis la résidence de Donald Trump perquisitionnée par le FBI. L'ex-président l'annonce et crie à la persécution. La perquisition serait liée à de potentiels documents confidentiels que Donald Trump aurait emportés dans ses valises. On le voit avec les incendies qui continuent à être très virulents en France et notamment en Lozère. La canicule, les fortes chaleurs font vraiment sentir leur effet et le Figaro se projette aujourd'hui en publiant un classement des communes où l'augmentation des périodes de chaleur sera le plus marquée. Il s'agit de projections de climatologues pour l'après 2040, mais c'est dans une vingtaine d'années, pas plus. Parmi les 70 villes les plus peuplées, quelles sont celles les plus menacées par l'explosion du nombre de jours et de nuits de canicule ? Annecy, Lyon, Saint-Étienne forment le trio de tête. Écoutez les précisions de Nivine Potros. Alors effectivement, d'après les projections de Météo France qui ont été compilées par nos confrères du Figaro, c'est donc la ville d'Annecy qui serait la plus menacée par des épisodes de canicule à partir de 2040 avec 16 journées et 11 nuits supplémentaires anormalement chaude. Rendez-vous compte, 16 journées, 11 nuits uniquement pour les mois de juin, juillet et août. Les étés risquent donc d'être très compliqués à Annecy à partir de 2040, malgré évidemment la présence du très beau lac. Si on déroule le reste du classement, eh bien, ce sont principalement des villes qui sont situées dans la vallée du Rhône qui viennent compléter le podium, avec notamment Lyon et sa métropole, la ville de Saint-Étienne ou encore celle de Valence. Dans ces différentes villes, eh bien, il faut prévoir 15 journées anormalement chaudes supplémentaires, toujours à partir de 2040, selon les projections de Météo France. Et si on regarde le reste du classement, on constate que les villes les plus menacées par ce réchauffement climatique, ce sont d'abord des villes du sud, ça on s'en doutait. Il y a par exemple Avignon, Nîmes, Arles ou encore Aix-en-Provence. Mais plus surprenant, il y a également des villes de l'Est de la France, comme par exemple Mulhouse, qui est la 13e ville française la plus menacée par ces hausses de température à venir. Il y a également la ville de Nancy qui arrive en 14e position, celle de Metz en 16e ou encore la ville de Strasbourg. On le voit sur cette carte, donc les villes les plus menacées, elles sont situées dans le sud et dans l'Est de la France. Pour le reste du territoire, c'est-à-dire l'Ouest évidemment et le Nord, a priori, ces deux régions devraient être épargnées. En tout cas, elles devraient être épargnées par des jours et des nuits de canicule supplémentaires. Mais en revanche, elles devront affronter un autre effet, un autre problème lié évidemment au réchauffement climatique. C'est la montée du niveau des océans, phénomène également très préoccupant évidemment. Gaëlle Musquet, je voudrais qu'on s'arrête sur ce classement, sur cette projection. Tout d'abord, en termes de méthodologie, comment est-ce qu'un tel classement peut être effectué aujourd'hui ? Alors, on va, sur les modèles, s'appuyer sur des données historiques. Donc, le modèle, il va pouvoir donner à peu près vers quoi on va tendre. Donc, ça, c'est des formules mathématiques qui vont faire des calculs. Et on va s'appuyer sur, là, en l'occurrence, cette étude-là, sur les données qui ont été mesurées par les stations météo de 1970 à début des années 2000. À partir de ces données-là, on va voir comment, en fait, ces journées, en fait, vous savez, l'Institut de veille sanitaire, par exemple, définit des seuils par département qui permettent, en fait, de savoir à partir de quelle température la nuit et le jour on considère que les corps et les êtres humains ont des difficultés, évidemment, à s'hydrater, à se rafraîchir. Ça, on va faire malheureusement à partir des données de mortalité.
Et quand on combine en fait tous ces chiffres-là, ça donne des amplitudes sur lesquelles on va devoir s'adapter. Malheureusement, l'année la plus meurtrière, c'est 2003, avec quelques dizaines de milliers de morts à cause de la canicule de 2003. Et en fait, on subit malheureusement Mère Nature sur ces questions-là, puisque là, en l'occurrence, on le voit, on traverse cette canicule avec beaucoup moins de morts qu'en 2003. Et c'est très bien, ça veut dire qu'on s'est adapté. Et en fait, on va pouvoir adapter comme ça les comportements et puis aussi ces calculs pour l'avenir. Mais ces données, elles sont fiables. C'est un calcul auquel on peut se fier, se dire que passé 2040, effectivement, il va faire de plus en plus chaud et ce nombre de nuits est vraiment représentatif de ce qui va se passer. C'est certain. Alors, ça sera plus ou moins chaud, mais c'est sûr qu'on va vers du plus chaud. Là, en l'occurrence, sur les tendances, on le voit encore cette année, on l'avait quand même anticipé il y a quelques années, on va sur du plus chaud, ça c'est certain. Maintenant, dans quelle amplitude et dans quelles circonstances, évidemment, l'avenir nous le dira, ce sont des prévisions, pas des prédictions. Donc, on est évidemment, on a un seuil d'erreur. Ce que j'aimerais souligner sur cette étude, on n'a pas de commune d'outre-mer. Je dis tout à l'heure, on est un archipel. La France n'est pas uniquement que l'Hexagone. Et on a déjà, dans des territoires d'outre-mer, des situations qui sont compliquées, où on a déjà des problématiques de sécheresse, d'approvisionnement en eau potable et malheureusement des catastrophes naturelles. On se souvient de Saint-Martin, Irma, l'accès à l'eau potable après Irma, l'accès au réseau de télécommunications, l'accès au réseau d'électricité ont été directement impactés par un ouragan. La Vésubie, la Roya sur l'Hexagone, il y a quelques années, c'est aussi ces épisodes pluvieux, ces orages qui peuvent endommager évidemment les réseaux de télécommunications, les routes. Et donc, sur ces communes dont on parle, il va falloir mettre à jour ce qu'on appelle les DICRIM, les documents d'information communaux des risques majeurs, pour prévenir les populations sur ce qu'elles doivent mettre en œuvre pour pouvoir passer ces différentes catastrophes naturelles. L'appel est lancé. Pour parler de ce classement, c'est Annecy qui risque d'être la plus menacée par la canicule et la sécheresse dans les prochaines années. Nous sommes en direct avec son maire, François Astorg. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est une première place dont vous seriez bien placé, on l'imagine, mais est-ce une surprise pour vous ? Alors, c'est une surprise sans l'être. On sait que les Alpes sont beaucoup plus touchées qu'ailleurs et le réchauffement n'est pas forcément très visible dans les plaines, mais on le subit encore cette année avec une sécheresse. Nous sommes en alerte grise. Juste à titre d'exemple, aujourd'hui, il faut savoir que le lac baisse d'1 centimètre par jour lié à la chaleur. 1 centimètre par jour depuis le début de l'été, depuis les débuts des vagues de chaleur. Depuis le mois de mai à peu près. La ville s'était déjà déclarée en urgence climatique en novembre 2019. Vous le disiez, le réchauffement il est très important dans les Alpes et à Annecy. Comment est-ce que vous comptez anticiper ces effets du réchauffement ? Alors déjà, on a commencé à travailler sur des actions plus à court terme. On a déjà beaucoup travaillé sur le cyclable pour faire des mobilités de déplacement importantes. Nous sommes devenus la 4e ville de France en cyclable, donc ça fait moins de voitures. Et puis après, on travaille sur le moyen et le long terme, c'est-à-dire qu'on a créé ce qu'on appelle un référentiel de construction pour imposer aux promoteurs des modes de construction qui sont beaucoup plus vertueux, qui répondent aux changements climatiques, que ce soit sur la taille des appartements, sur les matériaux que l'on utilise, et aussi la position des bâtiments pour qu'il y ait une meilleure circulation de l'air. On travaille aussi notamment sur le plus long terme, sur Annecy Prospective 2050, où on réfléchit à comment on va travailler sur l'aménagement complet de la ville avec beaucoup plus d'îlots de fraîcheur à créer. On a commencé déjà, notamment dans les écoles, on a commencé à planter beaucoup plus de plantes et d'arbres dans la ville pour avoir des îlots de fraîcheur plus pertinents. Donc c'est du travail à long terme. Nous nous sommes engagés à travailler depuis le début sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été élus. Mais tout ce travail-là, les collectivités territoriales ne pourront pas le faire toutes seules. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin du gouvernement pour nous aider à la fois financièrement et sur les orientations stratégiques. Mais il va falloir aussi mettre à contribution les entreprises. On sait qu'actuellement, il y a un débat à l'Assemblée nationale sur les super profits des grandes entreprises. Et il va falloir que tout le monde s'y mette. C'est la responsabilité de toutes et tous de participer à cette transition écologique, démocratique et sociale. En l'état actuel, vous n'avez pas le budget nécessaire pour commencer à réaliser les travaux que vous voulez mettre en œuvre pour endiguer ce réchauffement ?
Si, on a le budget nécessaire, c'est-à-dire qu'on met tous les moyens qui sont possibles pour répondre au réchauffement climatique et au bien-être des habitants. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la canicule, ça touche les habitants de plein fouet. Je pense notamment aux gens qui sont dans des petits appartements, je pense aux embouteillages, etc. Mais en revanche, il va falloir des compléments apportés par le gouvernement pour les collectivités territoriales. Il va falloir que les entreprises aussi contribuent à participer au défi du réchauffement climatique. Merci beaucoup François Storg, maire d'Annecy, d'avoir réagi avec nous sur cette projection. Ange-Noiret, Annecy, c'est situé dans une région, dans une zone de la France où les températures sont toujours très chaudes et c'est vraiment sur cette zone que vont se concentrer les effets du réchauffement climatique à l'avenir. Exactement. Ben moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, le climat continental va s'accentuer. C'est une zone qui est à l'est de la France. Pour l'instant, on est sur un climat continental assez tempéré, entre guillemets, puisqu'on est déjà sur un réchauffement qui s'effectue. Mais là, pour ces prochaines années, en fait, ce climat continental va s'accentuer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des étés beaucoup plus chauds. On l'a vu avec Nivin Potros qui nous a fait cette chronique-là, avec ces températures qui seront de plus en plus élevées à l'est, avec ces vents de secteur est, nord-est chauds qui vont s'accentuer. En fait, tous les extrêmes météo vont s'accentuer pour ces prochaines années. Alors, on a la vallée du Rhône. On le voit sur cette carte, les points sensibles. La vallée du Rhône, ce qui est un petit peu aussi en dessous, c'est-à-dire tout ce qui est Arles, Aix-en-Provence aussi. Le littoral est préservé. On voit vraiment que ça se concentre sur l'Est. Là, il y a deux choses. Il y a le climat continental Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis le climat méditerranéen aussi qui va remonter, qui va se réchauffer, avec ces températures de plus en plus élevées déjà à l'heure actuelle. Dans Basse-Vallée du Rhône, là, on observe des températures qui se rapprochent assez souvent des 38, 39, 40 degrés, qui se répètent assez souvent. C'est d'ailleurs pour ça que la sécheresse est aussi importante dans ces villes-là. C'est que depuis début juillet, juin, il fait chaud, les périodes sèches se répètent, s'accentuent. On n'est pas sur une intensité aussi forte en termes de canicule par rapport à 2003, mais en fait les vagues de chaleur, elles se répètent tellement, les périodes de sécheresse se répètent tellement pour cet été, ça devient une sécheresse historique avec des températures qui sont élevées de façon répétée, et ça va se poursuivre comme ça jusqu'à la fin de semaine, je vous le rappelle. On peut atteindre jusqu'à combien? 40 degrés, là on peut les envisager assez facilement. Les 40 degrés seront atteints, voire localement dépassés. 41 degrés sont peut-être possibles sur le sud-ouest, pas qu'en Basse-Vallée du Rhône. Également entre Toulouse, Narbonne, sur le sud-ouest, dans les Landes. Encore une fois, il fera très chaud pour ces prochains jours. Un mot sur les zones qui sont préservées, peut-être avec vous, Gaël Musquet, les zones sur le littoral, le nord et l'ouest. Mais il faudra aussi faire attention dans ces zones-là à la montée des océans. Complètement, on a des cours d'eau qui vont avoir du mal, même à Rouen, qui est soumis à des phénomènes de marée. Il faut imaginer que si la Manche monte, on aura des problèmes à voir la Seine s'évacuer. Donc Le Havre, Rouen, des villes qu'on n'a pas forcément connues ou qu'on ne connaît pas historiquement pour des grosses inondations, vont malheureusement connaître des inondations à cause justement de cette montée des eaux qui risque d'impacter à certains moments de l'année les différentes infrastructures, les différents évidemment fleuves qui sortent. Faut imaginer aussi qu'au bord de ces fleuves, vous avez des infrastructures industrielles, vous avez des centrales électriques, vous avez des postes sources, des postes de transformation, ce qui veut dire qu'il va falloir aussi repenser nos réseaux d'énergie, nos réseaux de distribution d'énergie, en fonction de ces aléas qui vont survenir. Tous les réseaux, on parle beaucoup des centrales nucléaires en ce moment, les panneaux solaires sont moins efficaces quand il fait très chaud. On a peut-être tendance à l'oublier. Tous les réseaux vont être évidemment malheureusement impactés par cette crise-là. Et j'aimerais rebondir là sur cette fameuse carte. En fait, et puis ces températures annoncées, encore une fois, il s'agit de températures à l'ombre. C'est-à-dire que ces stations météo qui mesurent les températures qu'on annonce ici, elles sont sous abri. Donc évidemment, on va avoir des pics dans certains quartiers, dans certaines villes, avec des revêtements très minéraux, très chauds, des routes noires qui absorbent énormément la chaleur. Et donc il va falloir évidemment adapter son comportement et ses aménagements urbains pour faire face à ces défis. Annecy fait partie du Grand Annecy. On imagine très bien qu'il ne s'agit pas juste d'une politique propre à Annecy qu'il va falloir adapter, mais aussi à l'échelle de l'agglomération. Et encore une fois, que ces politiques publiques, le maire le disait très bien, résistent aux alternances et qu'un changement de politique nationale, régionale, départementale ou au niveau de l'agglomération ne vienne pas effacer les efforts qui ont été faits pendant des années.